Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Il est tiré du sujet XENS ESPCI en PC de cette semaine, la semaine passée. Soit phi, une fonction allant de R dans R, de classe C1, telle que le sup de cet ensemble, le sup de l'ensemble des valeurs absolues des phi' de x avec x appartenant à R, tel que ce sup-là soit inférieur strictement à 1. On nous dit de montrer en première question que phi possède au moins un point fixe. Et on donne une petite indication, on pourra étudier le signe de x moins phi de x pour valeur absolue de x assez grand. Et en question 2, on nous demande de montrer que ce point fixe est unique. Petite précision, il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, de la deuxième question du sujet, tout ça là. Et en fait, il y avait une première question, qui était un grand classique, c'était de montrer qu'une fonction continue de AB dans AB, de l'intervalle fermé AB, du segment AB dans AB, possédait forcément un point fixe. Et pour la résolution de ça, je vous invite à l'une des premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, existence d'un point fixe, que je vous mettrai en lien en description, et je vous mettrai aussi le lien vers l'énoncé et la correction manuscrite de ça. Donc c'est un classique qu'on fait en début de première année, c'est rigolo de voir qu'on peut retrouver ça en début de sujet, comme ça, pour nous rassurer, si on l'a déjà vu, et si on l'a pas déjà vu, bon c'est pas non plus ultra dur, mais c'est sympa de l'avoir vu. Donc là, après la première question qui était celle-là, enfin, il nous pose ensuite, le sujet nous pose ça comme question. J'ai hésité à, comment dire, alors, je vais vous dire après. Donc, vous pouvez vous donner peut-être une vingtaine de minutes avant de regarder la correction, ça me semble raisonnable. Comment montrer que phi possède au moins un point fixe? Donc c'est vrai qu'on peut se demander, voilà, j'ai hésité à fusionner les deux questions, et montrer que phi possède un unique point fixe, en fait. Donc pourquoi au moins un point fixe, et après montrer que ce point fixe est unique. C'est pour nous aider. Étudier le signe de x moins phi de x. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de x moins phi de x? Et quel rapport avec la dérivée? Eh bien je vais leur dire, écoutez, pour tout x réel, x moins phi de x, je peux faire intervenir la dérivée en faisant apparaître une intégrale. En disant que phi de x, c'est l'intégrale de 0 à x de phi' de t dt. Attention, pour l'instant c'est faux. Parce que ça, par définition, d'après le théorème fondamental, c'est phi de x moins phi de 0. Et du coup, je mets plus phi de 0. Quel est l'intérêt de faire ça? Déjà de faire apparaître phi'. Mais le problème, c'est que x se balade à l'extérieur de l'intégrale. Vient à l'intérieur de l'intégrale, petit x. Et donc, ça me fait intégrale de 0 à x, de 1. Donc si je mets dans l'intégrale pour que ça ait du sens, ça, l'intégrale de 0 à x de 1 dt, ça fera 1. Moins, du coup, par linéarité, moins phi' de t, le tout dt. Avec le petit moins phi de 0 qui traîne derrière. Ok, quel est l'intérêt de faire ça? Ils m'enjoignent à étudier le signe de x moins phi de x. Ils m'invitent à étudier ce signe-là pour valeur absolue de x assez grand. Ok, alors, nous savons que le sup de cet ensemble est strictement inférieur à 1. Donc on peut lui donner un nom. Ce sup existe, et ce sup est fini, enfin, est un réel, puisque on m'explique que cette partie est majorée, en fait. Donc elle admet une borne supérieure, et donc, soit on va lui donner un petit nom, grand M, par exemple, égale sup des phi' de x en valeur absolue pour x appartenant à R. Donc ça, on me dit que M est strictement inférieur à 1. Ok. Eh bien, que faire? Moi, je sais, donc j'ai 1 moins phi' de t. Moi, intuitivement, je me dis que ceci va tendre vers plus l'infini, en fait. Parce que ceci sera toujours inférieur au sup qui est strictement inférieur à 1, et donc, en fait, intuitivement, ceci va être strictement supérieur à 1 moins m. Enfin, supérieur ou égal, pardon, à 1 moins m. Je vais expliquer ça. Phi' de t, quel que soit t appartenant à R, phi' de t est inférieur ou égal à valeur absolue de phi' de t, un nombre est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue, qui elle-même est inférieure ou égale à grand M. Parce que c'est le sup des valeurs absolues des phi' de x. Donc, moins phi' de t, si je veux détailler un peu, est supérieur ou égal à moins grand M. Et enfin, 1 moins phi' de t est supérieur ou égal à 1 moins grand M, qui est un réel strictement positif. Voilà qui est intéressant. D'où, par croissance de l'intégrale, et là je fais très attention, quel que soit x appartenant à R+, je fais très attention à R+, intégrale de 0 à x de 1 moins phi' de t dt, moins phi de 0,
je me travaille un peu comme un vilain petit canard ici, mais on va voir que je vais m'en débarrasser assez facilement au final, dans mon raisonnement, bah c'est supérieur ou égal à, donc ce truc est supérieur à 1 moins grand M, fois x, du coup, fois la longueur de l'intervalle. Et pourquoi dans ce sens-là, les bornes? Parce que, enfin, pourquoi x positif? Pour que ce soit dans le sens croissant, pour que je puisse utiliser la croissance de l'intégrale à bon escient. Moins phi de 0. Ok, or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins m, x moins phi de 0, bah c'est plus l'infini. Parce que cette chose est strictement positive. C'est une constante strictement positive, fois x qui tend vers plus l'infini, moins une constante, voilà, c'est plus l'infini. La limite de ce machin en plus l'infini, c'est plus l'infini. Eux m'enjoignaient à étudier le signe, à s'intéresser en tout cas au signe de x moins phi de x pour valeur absolue de x assez grand. Ok, bah pour x tendant vers plus l'infini, je vois que ce machin tend vers plus l'infini, donc au voisinage de plus l'infini, ce sera positif. Et maintenant, si je m'intéresse à ce qui se passe en moins l'infini. Donc, phi prime de t, je sais que c'est inférieur à... Donc, moi j'aimerais maintenant voir ce qui se passe en moins l'infini, et en moins l'infini, j'ai toujours cette histoire que 1 moins phi prime de t est supérieur à 1 moins m. Je me suis en train de me demander là en même temps si je garde ça ou si j'ai besoin d'utiliser le fait que ce nombre est supérieur à moins sa valeur absolue. Pour l'instant, je ne vois pas de raison de le faire, et je m'en tiens à ça, et je dis donc, je reste sur cette expression, et je sais que du coup, 1 moins phi prime de t est supérieur à 1 moins m, donc cette fois-ci, quel que soit x appartenant à R-, l'intégrale de 0 à x de 1 moins phi prime de t dt, moins phi de 0, bon, on s'en fiche, bah c'est égal à l'intégrale, à moins l'intégrale de x à 0 de 1 moins phi prime de t dt moins phi de 0. Et là, je peux utiliser la croissance de l'intégrale, en fait, avec intégrale de x à 0 de 1 moins phi prime de t, pardon, dt qui est supérieur, sans le moins, du coup, à 1 moins m fois x, d'où, en mettant le moins, l'intégrale de x à 0, avec un moins devant, 1 moins phi prime de t dt, inférieur à moins 1 moins m fois x. Au lieu de dire m moins 1, je mets moins 1 moins m pour rappeler le 1 moins m qui est positif. Et donc, mon intégrale de 0 à x de 1 moins phi prime de t, alors attendez, j'ai même pas conclu ici, j'y reviens, donc là, par comparaison, super, j'ai essayé ça en chantier, donc par comparaison, par théorème de comparaison, limite, quand x tend vers plus l'infini, de ce fameux x moins phi de x, est égal à plus l'infini. Ok, et là, eh bien j'ai que intégrale de 0 à x, où était-il? Là, hop, moins phi de 0, est inférieur ou égal à moins 1 moins m x, et là c'est pas cool. Ouais, non là c'est nul. Là je me rends compte que c'est naze parce que, donc je vais mettre quoi? Je vais mettre moins phi de 0, parce que cette chose tend vers plus l'infini en fait. Parce que moins x tend vers plus l'infini, 1 moins m tend vers plus l'infini, donc je viens de majorer ça par un truc qui tendait vers plus l'infini. Génial, excellent. C'est pas fou, j'aurais aimé dire que ça tend vers moins l'infini en fait. Alors comment je vais expliquer ça? Alors effectivement j'aurais peut-être mieux fait, est-ce que, donc j'ai mon 1 moins m, j'ai mon 1 moins phi prime de t qui est supérieur à 1 moins m, c'est ça, moi je veux qu'il soit supérieur, non c'est ça, c'est l'intégrale de 0 à x, alors c'est ça que j'ai peut-être fait une petite erreur quelque part, donc 1 moins phi prime de t, donc ça c'est égal à ça, moins l'intégrale de x à 0, ça c'est supérieur à ça, ah oui, l'erreur est là, l'erreur est évidente, c'est que l'intégrale de 0 à x, j'aurais dû faire, j'ai fait le malin à ne pas faire l'étape intermédiaire, j'aurais dû le faire. L'étape intermédiaire, c'est que l'intégrale de x à 0, de 1 moins phi prime de t dt, est supérieur ou égal à l'intégrale de x à 0, de 1 moins m dt. Oui, mais ça fait pas 1 moins m x, ça fait justement moins 1 moins m x. Voilà, faire très attention, je me suis fait avoir comme un bleu. Et du coup, eh bien là, je me retrouve avec du moins 1 moins m x. D'où moins cette intégrale est inférieure ou égale à plus cette chose. Donc, cette chose est inférieure ou égale à plus 1 moins m x moins phi de 0. C'est très important de s'assurer, bon, les erreurs d'inattention ça arrive, vous voyez que j'en fais, mais, enfin, c'était pas scripté, et, comment dire,
Ce qui est important, c'est de s'assurer à chaque instant de la cohérence de ce qu'on fait et de la cohérence interne de nos résultats. La cohérence interne n'est pas une preuve en soi que tout ce qu'on fait est juste, mais au moins on évite, éviter une incohérence de mon résultat à mon résultat. Bon, c'est bizarre. Enfin, j'ai mal formulé. Éviter une incohérence entre un résultat que j'ai obtenu et un résultat que j'ai obtenu précédemment, bah, ça me permet d'éliminer pas mal d'erreurs d'inattention. Alors, là, je me retrouve avec ça, 1 moins m facteur de x moins phi de 0, donc là je me retrouvais, si ça avait été juste le moins, là, bah, je me serais retrouvé avec inférieur à plus, un truc qui tend vers plus l'infini, génial. Mais là, c'est bien, parce que la limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 moins m x moins phi de 0, eh bien c'est en fait moins l'infini. Ceci tend vers moins l'infini, ceci est strictement positif, donc tout va bien. Donc, par comparaison, eh bien, la limite, quand x tend vers moins l'infini de x moins phi de x, est égale à moins l'infini. Que faire de ça? Conclure proprement quand même, parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Donc, cette fameuse fonction qui a x associé x moins phi de x, bah, elle a une limite égale à plus l'infini en plus l'infini et moins l'infini en moins l'infini. On va rajouter, bien sûr, vous sentez venir, j'imagine, le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, pas le corollaire pour l'instant, mais il faut expliquer pour cela que la fonction qui a x associe x moins phi de x est continue sur R, par somme de telle fonction, car phi est même de classe C1. Ok, donc elle est continue sur R. 0 appartient à mon infini plus l'infini, très bien, génial. Donc 0 appartient à l'intervalle formé par ses limites. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc l'équation phi de x moins x égale 0 admet une solution, quand on dit une, c'est au moins, sur R. Autrement dit, eh bien, phi admet donc un point fixe, au moins toujours un point fixe, sur R. Ok. Donc, ce qui est gentil avec cette formulation du sujet, qui est la même que celle, je pense que j'ai gardé la même formulation, j'ai juste pris 2 questions au lieu d'une. Ce qui est sympa, c'est que si on m'avait directement dit, montrer que phi possède un unique point fixe, ça m'aurait donné envie d'utiliser le corollaire du TVI et j'aurais un peu plus galéré à établir la monotonie, etc. Et pas été super sympa. Enfin, je n'aurais pas été sûr de pouvoir le faire. Là, on m'a dit, possède au moins un point fixe, ok, et ensuite, montre-nous, dans un deuxième temps, que ce point fixe est unique. Donc ça me guide vers quelle preuve utiliser, quel genre de démonstration utiliser, en fait. Donc, je sais qu'il existe. Maintenant que je sais qu'il existe, bah, je vais pouvoir travailler comme s'il existait, l'utiliser, et dire, bah, maintenant, supposons qu'il y en ait un autre. Donc, supposons qu'il y en ait 2, du coup. Prenons-en 2 et montrons que c'est le même. Donc là, c'est l'existence qui a été établie. On va montrer l'unicité, maintenant, cette fois-ci. L'unicité si existence, mais avec l'existence, ça fera donc l'unicité tout court. Donc, soit A et B, 2 points fixes de phi. Et là, il faut avoir en tête un petit truc. Donc, ça veut dire quoi? A et B, 2 points fixes de phi, c'est-à-dire que phi de A égale A, phi de B égale B. Alors, si vous vous souvenez un peu de ce que... Enfin, si vous êtes en première année, parce que ça c'est un truc en vrai, j'ai pas annoncé, mais enfin si, c'est annoncé sur mes vidéos en vrai, mais c'est plus des trucs de première... des vidéos... j'en perds mes mots aujourd'hui. C'est des vidéos qui sont plus... pas consacrées, non. Qui sont pas réservées non plus, c'est quoi le mot? C'est des vidéos qui sont... qui sont plutôt adaptées à des premières années, voilà. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Les deuxièmes années, c'est bien, ça permet de réviser aussi, mais... Je veux dire qu'en première année, dans quelle situation est-ce qu'on voit des histoires de points fixes et de 2 points fixes et on veut montrer son unicité? Il y a un lien avec le caractère lipschitien de certaines fonctions. Et là, je me rends compte de quoi avec ma fonction phi? C'est que le sup des valeurs absolues de phi' de x sur R est strictement inférieur à 1. Et bien donc, je peux tout de suite dire que cette fonction, en fait, phi sur R, donc on n'a que, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de phi' de x, est inférieur ou égal à ce m que j'ai posé en première question. Donc, ça nous dit tout de suite que phi est m lipschitzienne sur R. Je rappelle que m était strictement inférieur à 1. Ça en fait donc même une fonction contractante. Et bah c'est ça qu'on a envie de mettre en place comme astuce, c'est de dire, bah écoutez, du coup on va regarder nos 2 points fixes, on va regarder phi de A moins phi de B maintenant.
l'inégalité avec le caractère M lipschitien, je vais m'en servir avec A et B. Bah, c'est inférieur ou égal par définition à M, valeur absolue de A moins B. Mais phi de A moins phi de B, bah, c'est A moins B, puisque A et B sont des points fixes. A moins B en valeur absolue est inférieur ou égal à M, valeur absolue de A moins B. Voilà qui est intéressant, avec M strictement inférieur à 1. Je le garde, mon M, pour l'instant. Ça fait donc que valeur absolue de A moins B, facteur de M moins 1, si je mets tout du même côté, de l'autre côté, ou alors, j'aurais pu faire, ça revient même, est positif ou nul, ok. Ceci est positif ou nul, et M moins 1 est strictement négatif, parce que M est strictement inférieur à 1. Si valeur absolue de A moins B est strictement positif, eh bien, valeur absolue de A moins B, facteur de M moins 1, devient strictement négatif. Strictement positif ou strictement négatif, ce qui n'est pas. Donc en fait, le seul moyen d'échapper à une contradiction, il n'y a pas de contradiction pour l'instant, mais le seul moyen d'y échapper, ce serait que A moins B en valeur absolue soit égal à 0, c'est-à-dire que A égale B. Le point fixe, conclure facilement, phi admet donc un unique point fixe sur R. Pour bien être clair, la 2 ne suffit pas à établir l'existence et l'unicité du point fixe. La 2, c'est l'unicité si existence. Mais comme on a établi au préalable son existence, eh bien, grâce aux deux questions, on a l'existence d'un unique point fixe de cette fonction sur R. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.